Hello everybody, this is Margaretha Harris. Bonjour, je suis Margaretha Harris depuis le siège de l'OMS à Genève. Je vous souhaite bienvenue à notre conférence mondiale sur la COVID-19 en ce 27 août. Nous avons avec nous le directeur général, le Dr Tedros, ainsi que le Dr Jaude Mazur, le sous-directeur général pour la préparation aux situations d'urgence et le RSI, le Dr Maria van Kerkhoff, directrice technique pour la COVID-19, le Dr Haywood, conseiller du directeur général, responsable de l'accélérateur ACT, Kestel, responsable du département de la santé mentale et de l'utilisation du substance. Le Dr Mariangela Schemann nous rejoindra plus tard. Et à distance, nous avons le Dr Mike Ryan, directeur exécutif du programme des urgences sanitaires, et le Dr Swami Sumanatam, la responsable scientifique. Cette conférence de presse sera traduite simultanément dans les 6 langues officielles ainsi qu'en portugais et hindi, et ce sera affiché sur le site web le plus rapidement possible. Des retranscriptions seront disponibles ultérieurement. Sans plus tarder, je donne la parole au Dr Tedros pour ses remarques liminaires. Vous avez la parole, Dr Tedros. Merci beaucoup, Margaretha. Et bonjour à tous. Mardi a été une journée mémorable pour la santé mondiale. Nous avons pu certifier l'éradication du virus sauvage de la polio en Afrique. Il s'agit là d'efforts qui ont démarré grâce à Rotary International dans les années 80 et puis soutenus par Nelson Mandela en 1996 avec le lancement d'une campagne pour éliminer la polio de l'Afrique. À l'époque, la polio paralysait chaque année jusqu'à 75 000 enfants. Et bien qu'il ne soit plus des nôtres pour le voir, nous avons pu réaliser le rêve de Madiba. Ce résultat extraordinaire a été rendu possible grâce à la détermination des populations et des gouvernements africains et le partenariat robuste qui existe entre l'OMS, Rotary International, la Fondation Bill et Melinda Gates, l'UNICEF, Gavi et le CDC des États-Unis. J'aimerais également remercier les nombreux bailleurs de fonds qui ont investi dans cette entreprise, y compris l'Australie, le Canada, l'Union européenne, la France, l'Italie, l'Allemagne, le Japon, la Norvège, la Russie, l'Arabie saoudite, l'Espagne, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, ainsi que les États-Unis d'Amérique, et bien d'autres encore. Ces investissements auxquels nous avons tous contribué ont permis non seulement de mettre fin à la polio, ils ont aussi contribué à renforcer les systèmes de santé et de mettre en place des infrastructures essentielles ainsi que des agents de santé pour faire face à d'autres crises sanitaires, y compris Ebola et la COVID-19. L'éradication du virus sauvage de la polio en Afrique montre tout ce qui est possible lorsque l'on collabore dans un esprit de solidarité. Cependant, nous n'avons pas encore mis fin à la polio dans le monde entier. Il nous reste pas mal de pain sur la planche pour éliminer la polio des 2 pays où elle sévit encore, l'Afghanistan et le Pakistan. Mais la poliomyélite n'est pas la seule maladie contre laquelle nous progressons. Hier, nous avons fêté la fin de la maladie du sommeil au Togo en tant que problème de santé publique. J'aimerais saisir cette occasion pour féliciter la population et le gouvernement togolais ainsi que leurs partenaires pour cet excellent résultat. La maladie du sommeil ou trypanosomiase africaine humaine est une maladie tropicale négligée transmise par la mouche tsetse. Elle est endémique dans 36 pays africains et si elle n'est pas traitée, elle est fatale. Ces autres pays sont en train de préparer leur dossier pour démontrer qu'ils ont eux aussi éliminé la maladie du sommeil en tant que problème de santé publique. Il s'agit du Bénin, du Cameroun, du Ghana, du Mali, du Rwanda, de l'Ouganda et de la Guinée équatoriale. 3 autres pays ont annoncé leur intention de faire de même. Ce sont le Burkina Faso, le Kenya et le Tchad. Il s'agit là d'un progrès remarquable contre une maladie qu'il était considérée comme impossible à éliminer il y a encore 20 ans.
Je pense qu'à l'échelle mondiale, nous devons faire preuve du même esprit de solidarité et de partenariat dont nous avons su faire preuve pour mettre fin à la polio et la maladie du sommeil, si nous voulons mettre fin à la pandémie de Covid-19. Les sociétés ont commencé à rouvrir et nous avons vu une résurgence de la transmission. C'est dû en grande partie à des regroupements de personnes dans des stades, des boîtes de nuit, les lieux de culte et autres lieux de masse, de réunions de masse. Ce type de réunion pourrait amplifier des événements qui pourraient marquer le début d'un incendie impossible à contrôler. Chaque pays, chaque communauté doit prendre ses propres décisions sur la manière d'accueillir ce type d'événement selon leur propre niveau de risque. Dans certaines circonstances, des fermetures ou la suspension de le report de certains événements peut s'avérer nécessaire pendant une certaine période de temps. Dans d'autres cas, des moyens créatifs de tenir des événements en toute sûreté permettent de minimiser les risques. Le pèlerinage du Hajj a été rendu possible avec un nombre limité de personnes et en respectant les distances physiques. Certains événements sportifs agissent de même en limitant le nombre de spectateurs. Dans les semaines et les mois à venir, certains événements, festivals et autres célébrations de tout genre vont pouvoir se dérouler à condition d'être organisés de manière sûre en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sûreté des personnes. Ces mesures doivent être communiquées de manière régulière et claire. Après tout, l'être humain est un être social et il est tout à fait naturel et normal que nous souhaitions nous réunir pour différentes raisons et occasions. Même en demeurant séparés physiquement, nous pouvons garder le contact social de différentes manières. Pour de nombreuses personnes, le manque d'interaction sociale lié à la pandémie a produit un effet très profond sur leur santé mentale. En effet, la pandémie de Covid-19 a eu un impact sur la santé mentale de millions de personnes sous forme d'anxiété et de peur et de bouleversement aussi des services de santé mentale. Les personnes séjournant dans les établissements de soins à long terme tels que les EMS et les institutions psychiatriques présentent un risque accru d'infection. Et les professionnels de la santé mentale ont eux-mêmes été infectés par le virus et certains établissements de santé mentale ont été fermés pour être transformés en établissements pour traiter les personnes souffrant de la Covid-19. Or, la santé mentale était déjà un problème de santé négligé jusqu'ici. Près d'1 milliard de personnes souffrent d'un trouble mental. 3 millions de personnes décèdent chaque année d'une utilisation abusive d'alcool et une personne décède chaque année par suicide. Malheureusement, fort peu de personnes ont suffisamment accès à des services de santé mentale de qualité. Dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, plus de 75% des personnes souffrant de troubles mentaux, neurologiques ou d'abus de substances ne reçoivent absolument aucun traitement. Ils sont souvent stigmatisés, discriminés, sont l'objet d'une législation punitive et d'abus de droits de l'homme. Cette année, lors de la Journée mondiale de la santé mentale, l'OMS, avec ses organisations partenaires, et Unis pour la santé mentale mondiale et la Fédération mondiale pour la santé mentale a lancé un appel pour renforcer les investissements dans la santé mentale. Lors de la Journée mondiale de la santé mentale, qui se tiendra le 10 octobre, l'OMS accueillera pour la première fois un événement de plaidoyer en ligne sur la santé mentale. Lors de cet important événement pour la santé mentale, je serai rejoint par des experts et d'éminents spécialistes des mondes de la musique et des sports pour parler de ce que nous pouvons faire ensemble pour améliorer notre santé mentale. Vous aurez l'occasion d'entendre leur histoire. Chaque personne aura son histoire à raconter. Je serai également rejoint par des leaders mondiaux qui expliqueront pourquoi ils investissent pour améliorer la santé mentale des personnes qu'ils desservent. Nous aurons l'occasion de montrer le travail formidable qui est d'ores et déjà fait et ce qu'il reste à faire pour faire en sorte que des soins de santé mentale de qualité soient à la disposition de tous ceux qui en ont besoin.
Le mois dernier, j'ai annoncé la constitution du groupe indépendant chargé d'évaluer la préparation et la riposte à la pandémie de Covid-19. Cette pandémie a permis de tester les capacités de nombreux pays et organisations et aussi les capacités du RSI, l'instrument accepté par les pays pour régir la préparation et la riposte aux urgences de santé. Même avant la pandémie, j'avais déjà évoqué le fait que certaines urgences, telles que la flambée d'Ebola en RDC, avaient démontré que certains éléments du RSI devaient être revus, y compris la nature binaire du mécanisme permettant de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale. Le RSI prévoit qu'un comité d'examen doit être constitué pour en évaluer le fonctionnement et recommander des modifications. Aujourd'hui, j'ai ainsi pu annoncer aux États membres de l'OMS que j'avais l'intention de constituer un comité d'examen du RSI afin qu'il me donne des conseils sur les modifications à apporter à cet instrument afin de le rendre aussi efficace que possible. Ce comité sera constitué d'experts indépendants qui se pencheront sur les différents aspects du RSI. Bien que le mandat du comité d'examen soit axé spécifiquement sur le RSI, il va communiquer aussi avec le panel indépendant chargé d'évaluer la préparation et la riposte à la pandémie ainsi qu'au comité consultatif indépendant de surveillance pour les programmes d'urgence sanitaire de l'OMS afin d'échanger des informations. Selon les progrès réalisés, le comité rendra un rapport à la deuxième partie de l'Assemblée mondiale de la santé au mois de novembre et un rapport complet à l'Assemblée de mai 2021. L'OMS s'engage à mettre fin à la pandémie et à collaborer avec tous les pays pour en tirer les enseignements afin d'édifier ensemble un monde plus sûr, plus sain et plus équitable. Je vous remercie, Dr Tedros. Vous avez maintenant la parole pour vos questions. Je vous rappelle qu'il faut lever la main en cliquant sur l'icône main levée dans le système et chaque journaliste aura le droit à une seule question car vous êtes des centaines à vous être connectés pour pouvoir poser des questions. Nous vous en remercions, mais ce briefing sera limité dans le temps afin que les participants à ce briefing puissent retoucher à leurs tâches essentielles. Je vais commencer par Stephanie Neberhay de Reuters. Stephanie, vous pouvez poser votre question. Yes, thanks for taking our question, please. Merci beaucoup. Je suis donc Stephanie Neberhay de Reuters. Hier, le CDC a modifié ses recommandations en matière de tests en déclarant que les personnes asymptomatiques ne devaient pas nécessairement être testées pour la COVID-19. Alors que précédemment, on recommandait que toutes les personnes ayant eu des contacts étroits soient testées. Pouvez-vous nous dire si vous estimez qu'il s'agit là d'une politique judicieuse? Ne va-t-elle pas à l'encontre de vos recommandations? Est-ce que cela vous préoccupe, oui ou non? Je veux donc parler des recommandations du CDC des États-Unis. Merci Stéphanie, je vais essayer de répondre à votre question. L'OMS a émis des recommandations sur les stratégies de test pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Nous avons identifié différentes recommandations selon les pays et le nombre de cas de chaque pays. Il appartient à chaque pays d'adapter la stratégie à ses propres besoins selon les capacités à disposition, selon l'intensité de la transmission, etc. Nous recommandons des stratégies pour tracer les cas de manière active. Il est donc indispensable de tester les cas soupçonnés dans la mesure du possible et du faisable.
et d'élargir les tests dans la mesure du possible, de rechercher tous les cas possibles afin de les isoler et de pouvoir tracer leurs contacts. Il s'agit de recommandations différenciées émises par l'OMS, y compris les recommandations de laboratoire standards. Nous avons différentes recommandations en matière de priorité de tests selon l'intensité de la transmission et nous avons aussi des orientations sur les enquêtes, notamment les enquêtes de groupes, de foyers. Dans certains cas, il faudra élargir les tests pour tester les personnes asymptomatiques ou présentant peu de symptômes. Ce qui est important, c'est qu'on utilise les tests pour identifier des cas actifs afin d'isoler ces derniers et d'assurer le traçage des contacts. Il s'agit d'identifier tous les contacts d'un cas donné afin de les mettre en quarantaine. C'est absolument indispensable pour briser les chaînes de transmission. Mike, souhaitez-vous compléter? Non, je crois que Maria a répondu de manière complète à la question. Le but essentiel des tests est de confirmer si un cas soupçonné présente la maladie ou non. Et cela nous permet ensuite de lancer le processus de traçage des contacts. Ce qui importe, ce n'est pas le nombre de tests, même si c'est important dans une certaine mesure, mais c'est surtout la rapidité à laquelle ces tests sont mis en place et qu'on obtient les résultats de ces tests rapidement. S'il faut attendre des semaines, c'est difficile, ça ne permet pas d'assurer un traçage efficace des contacts. Il faut donc décider clairement qui on va tester, se concentrer sur les cas soupçonnés et ensuite obtenir des résultats aussi rapidement que possible pour pouvoir lancer les mesures de santé publique qui s'imposent, c'est-à-dire tracer les contacts, les mettre en quarantaine, etc. Dans les cas où on a affaire à des foyers épidémiologiques, des tests plus élargis peuvent s'avérer nécessaires. Et donc s'intéresser aussi à des personnes présentant peu de symptômes ou carrément asymptomatiques. Tester la population de manière générale à l'heure actuelle n'est pas utile, cela nécessiterait trop de ressources et il faudrait beaucoup trop de capacités qui ne sont pas à disposition. Il faut donc viser les bons individus, maximiser les tests dans les foyers épidémiologiques et assurer la qualité et surtout la rapidité des tests. Mais les tests, ce n'est qu'une partie du processus. C'est la suite qui est aussi importante, la rapidité d'obtention des résultats, du traçage des contacts et l'interruption de la transmission. On a trop tendance à se concentrer sur les tests eux-mêmes, mais ce n'est qu'un maillon d'une chaîne très importante d'activités à mettre en place pour mettre fin à la propagation du virus. Merci. Nous avons maintenant une question de Josephine Ma du South China Morning Post à Hong Kong. Joséphine, vous avez la parole. Merci. J'aurais une question à poser au sujet de la mission de l'OMS en Chine au mois de juillet. Est-ce que la mission s'est rendue à Wuhan? Ou est-ce que l'on peut me confirmer que la mission est restée à Beijing pendant 3 semaines? Est-ce qu'on peut me dire pourquoi? Et qu'en est-il de l'avenir? Est-ce que la mission va se rendre à Wuhan et est-ce qu'elle va rencontrer des patients? Merci Joséphine, je crois que c'est le docteur Ryan qui va répondre. Merci Joséphine. L'objectif principal de cette première mission en Chine est de rencontrer les scientifiques et les autorités chinoises afin de déterminer le mandat d'une mission internationale qui serait organisée en Chine pour se pencher sur différentes compétences, différentes maladies dans le cadre d'une équipe internationale. Cette équipe entreprendra des études lors d'une première étape pour les études épidémiologiques à Wuhan sur la transmission, la modification de la transmission et il s'agira d'établir également des hypothèses. Puis l'on se penchera sur la transmission d'animaux à humains. Donc les différentes étapes sont très importantes
L'équipe est en train d'être constituée à l'instant. Plusieurs pays ont manifesté leur intérêt. Nous veillerons à obtenir les meilleurs experts possibles qui puissent collaborer avec leurs collaborateurs chinois. Nous sommes en train de mettre au point le mandat. Nous collaborons avec l'équipe internationale afin qu'elle puisse être déployée dès que possible, tout en garantissant les mesures de quarantaine, etc., pour garantir la sécurité de l'équipe internationale. En ce qui concerne l'équipe exploratoire, elle s'est rendue sur place, elle était disposée à travailler avec les équipes chinoises sur place. Elle est restée en quarantaine 2 semaines à Beijing, en travaillant en étroite collaboration avec leurs collègues du ministère de la Santé, du ministère de la Science et de la Technologie et les autres collègues en Chine pour déterminer exactement quels pourraient être les objectifs scientifiques de la mission internationale. La mission exploratoire est terminée et nous attendons avec impatience d'avoir une équipe sur le terrain et nous partons du principe effectivement que l'équipe internationale se rendra à Wuhan et pourra collaborer avec les collègues chinois au sujet des études à entreprendre pour comprendre l'origine du virus. Merci, Dr. Ryan. Laurent de Swiss News. And ask your question. Can you hear me? Very well. Please go ahead. Thanks for taking my question, Margaret. Merci pour cette question. Le gouvernement français ce matin a décidé que le port du masque était obligatoire dans tous les bureaux de poste, au travail, à partir du moment où il y a plus d'une personne dans la salle. Est-ce que vous envisageriez de recommander cela à tous les pays compte tenu de l'augmentation rapide du nombre de cas? Dr Van Kerkhove, merci pour cette question. Effectivement, nous sommes au courant des nouveaux critères appliqués en France. Il s'agit d'un exemple de pays qui examine la situation dans son propre pays en termes de transmission, d'augmentation du nombre de cas, où se situent ces cas et qui met en place des mesures lorsque cela s'avère nécessaire et aux endroits où cela s'avère nécessaire. L'utilisation des masques fait partie d'un paquet complet. Il s'agit de l'un des outils que nous pouvons utiliser pour la prévention et la maîtrise de la Covid-19, notamment pour rompre les chaînes de transmission. Ces mesures pourront peut-être ou devront peut-être être remises en place. Pour ce qui est de l'utilisation des masques, la recommandation est de veiller à utiliser les masques lorsque la distanciation physique est impossible. J'aimerais attirer votre attention sur une chose qui me préoccupe. C'est que lorsque nous voyons que les gens utilisent les masques, ils ne respectent plus la distanciation physique. Même si vous portez des masques, vous devez tout de même garantir la distanciation physique d'1 mètre au moins, même plus si possible. Il ne s'agit pas uniquement des masques ou de la distanciation physique uniquement. Le DG l'a dit à de nombreuses reprises, il ne s'agit pas juste d'hygiène des mains, il faut faire cela tous ensemble. Mais nous soutenons les gouvernements dans l'utilisation des différentes interventions qu'ils estiment nécessaires. Nous espérons que ces interventions seront ciblées, qu'elles auront une durée limitée dans le temps et qu'elles s'appliqueront uniquement là où cela s'avère nécessaire. Merci, Dr Van Kerkhove. Un complément d'information, dit le Dr Ryan. Le Dr Tedros l'a dit dans son discours. Nous devons également transmettre les informations au fur et à mesure lorsqu'il y a des changements. S'il y a des modifications, différentes mesures en place dans différentes régions du même pays, il faut le signaler. Cela n'est pas le signe d'un échec, non. C'est le signe que l'épidémiologie peut varier d'un endroit à l'autre et qu'il faut empêcher la transmission locale en entravant le moins possible la vie normale. Cela peut vouloir dire qu'il peut y avoir une mesure dans une région et d'autres mesures en place ailleurs, ce qui peut semer la confusion.
Si le gouvernement change trop souvent sa politique et ne communique pas à cet égard, cela peut susciter la confusion. Il est important, lorsque les gouvernements changent de politique et de stratégie, ce qui peut s'avérer utile, il faut absolument transmettre les motifs de ce changement et indiquer pourquoi l'on a changé, afin que les populations comprennent pourquoi cela se produit, quel en est l'objectif. Et il faut également que l'on envisage suffisamment de temps pour mettre en place des mesures au niveau local. Merci, Dr. Ryan, Dr. Van Kerkhoff. Question suivante. Nina Larsen, Agence France Presse. Nina, vous avez la parole. Thank you very much for taking my question. Merci. J'aimerais rebondir sur la question de Stéphanie tout à l'heure. Si j'ai bien compris, il y a différentes approches en ce qui concerne les tests à grande échelle. Si j'ai bien compris, le CDC a changé d'indication pour dire que les personnes asymptomatiques ayant été en contact avec des cas n'ont pas besoin d'être testées, mais cela ne semble pas correspondre aux recommandations de l'OMS. Est-ce que les personnes asymptomatiques qui ont été exposées doivent être testées? Êtes-vous inquiet d'une augmentation de la transmission aux États-Unis suite à cette nouvelle indication du CDC? Dr. Van Kerkhoff, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qui est très important, et ce que Mike a dit également, c'est que dans le cadre de notre stratégie de test, il faut déterminer où se situent les cas. Nous avons des définitions de cas, nous avons une définition des contacts, notamment des cas confirmés, et nous recommandons que les contacts soient testés, qu'ils développent des symptômes ou non, lorsque cela est possible. N'oubliez pas que nos orientations concernent tous les pays. Nous avons également des indications en ce qui concerne les foyers. Lorsqu'il y a une nouvelle flambée, il est important de cibler les mesures concernant ces foyers afin d'élargir les capacités de test pour examiner les cas qui concernent peut-être des cas asymptomatiques. L'idée est de rompre la chaîne de transmission, de déterminer où se situent les cas. Nous savons que les gens qui ont des symptômes transmettent le virus et nous savons également que ceux qui n'ont pas de symptômes peuvent transmettre le virus. Il est donc important de définir chaque cas. Il est important que les mesures que nous prenons puissent permettre de veiller à ce que les contacts puissent être placés en quarantaine. Il est absolument indispensable de pouvoir limiter la transmission. Les tests font partie de cette stratégie, en plus de toutes les autres mesures qu'il faut mettre en place. Dans les situations où cela est possible, il est important de pouvoir élargir les tests. Mais comme l'a dit Mike, ce n'est pas les tests uniquement qu'il faut mettre en place. Il faut obtenir une réponse rapidement, veiller à ce que l'on sache exactement si l'individu qui s'est fait tester est porteur ou non du virus. Dr. Haywood. Parfois, lorsque l'on a du mal à transmettre des informations sur un concept, une illustration peut être utile. Je me souviens qu'aux États-Unis, il y a un braqueur de banque qui s'est fait attraper. Lorsqu'on l'a attrapé, on lui a demandé « Mais pourquoi est-ce que vous braquez des banques ?» Et il a répondu « Eh bien, c'est parce que c'est là qu'il y a de l'argent. » Lorsque l'on examine notre stratégie de test, eh bien, c'est ce qu'a dit Maria, il faut établir des priorités. Ce que l'on recherche, ce sont les virus, les personnes qui présentent des symptômes. Et ce sont les personnes qu'il faut tester et ensuite leurs contacts les plus proches. Et ensuite, on élargit le cercle. Mais c'est ce type de stratégie qui vous permettra de détecter le virus et peut-être d'arrêter la chaîne de transmission. Pour revenir sur ce qu'a dit Maria tout à l'heure, il peut y avoir des infections asymptomatiques, mais il n'y a pas de chaîne de transmission asymptomatique. Si vous savez où sont les cas, si vous tracez les contacts, vous allez pouvoir savoir en quoi consiste la transmission. Et ensuite, rompre la chaîne de transmission, déterminer quels sont les cas asymptomatiques, les tester, tracer les contacts, et c'est comme ça qu'on pourra arrêter le virus. Merci, Dr. Haywood et Dr. Van Kerkhoff. Question suivante, Inde, Mehab, de Punan News.
Mehab. Thank you so much for taking my question. Merci. My question is herd immunity only the perfect solution to Est-ce end que coronavirus? l'immunité Especially in a collective country est like le India. seul moyen d'enrayer la pandémie, en particulier dans un pays comme Just l'Inde? repeat your question. I think you said, is herd immunity Vous avez parlé de l'immunité communautaire, si j'ai bien compris, dit Margareta. Yes, I'll repeat my Je question. répète ma My question question. is herd immunity Est-ce que only the l'immunité perfect solution communautaire to est end la seule coronavirus solution pandemic, parfaite pour especially enrayer in country la like India? pandémie, en particulier dans un pays comme l'Inde? Je sais que Soumia est en ligne. C'est peut-être elle qui va compléter ma réponse. En règle générale, lorsque l'on parle d'immunité communautaire, il s'agit de déterminer quelle est la frange de population qui doit être vaccinée pour pouvoir garantir l'immunité par rapport au virus et aux agents pathogènes afin que la transmission ne puisse pas avoir lieu, ou pour rendre difficile la transmission entre les personnes. Ça, c'est le concept général. Lorsque l'on réfléchit à l'immunité communautaire, il faut savoir qu'il faut qu'il y ait beaucoup de gens infectés. Et l'on a des estimations en ce qui concerne le pourcentage de la population qui doit être infectée. Cela signifie que de nombreuses personnes devront être infectées, de nombreuses personnes devront être hospitalisées et de nombreuses personnes vont mourir. Alors, mes collègues pourront apporter un complément, mais l'essentiel, ce serait plutôt d'avoir un vaccin sûr et efficace qui permette de protéger l'essentiel de la population afin que le virus ne puisse pas se transmettre. Mais essayer d'obtenir naturellement l'immunité communautaire, cela paraît très dangereux parce que cela signifie que de nombreuses personnes vont mourir. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Soumia, êtes-vous en ligne? Vous souhaitez ajouter quelque chose? I think Maria's exactly explained Je crois que why it's important to Maria think a about expliqué pourquoi il était important de réfléchir à l'immunité de la population en ce qui concerne un vaccin. there really hasn't been any infectious disease Car il n'y a pas eu de maladie infectieuse qui ait pu être maîtrisée uniquement en permettant l'immunité naturelle. Il faut savoir que cela pourrait prendre beaucoup de temps. Et nous voyons qu'en moyenne, 5 à 10% de la population ont développé des anticorps. Cela signifie qu'ils ont été exposés au virus et qu'ils s'en sont remis. Dans certaines villes, on a vu que le pourcentage est plus élevé, mais en moyenne, la majorité de la population peut être exposée au virus, ce qui signifie que l'infection peut continuer à se transmettre. Le meilleur moyen d'obtenir l'immunité collective, ce serait grâce au vaccin. Et Maria a dit également quel était le pourcentage de la population qui devrait avoir une immunité. C'est quelque chose que nous essayons encore de comprendre. Mais en règle générale, plus le virus se transmet, plus la proportion de personnes qui doivent être immunisées est importante. Nous voyons que, en ce qui concerne la rougeole, une personne peut transmettre à une vingtaine de personnes. Il est donc important d'avoir une vaste immunité collective grâce au vaccin. Dans le cas du SARS-CoV-2, nous savons qu'une personne peut infecter 2 à 3 autres personnes, ou peut-être davantage, en fonction de la situation. S'il s'agit d'un lieu très peuplé, une personne peut infecter plus de 3 ou 4 personnes, ce qui signifie qu'il faudrait 65 à 70% de la population qui soit infectée pour que la population soit immunisée. Alors, pour obtenir un tel pourcentage, eh bien, la façon la plus sûre et la plus efficace, ce serait la vaccination. Merci, Dr Soumia Souminyatan, notre scientifique en chef. Adam Vaughan de New Scientist. Adam. Hi, thanks for giving me the chance to ask a question. Merci de m'autoriser à poser une question. Concernant les masques et le port du masque à Paris, suite aux réponses des gouvernements européens cette semaine, l'on essaye de prendre des mesures au niveau régional, à Paris, dans certaines régions d'Allemagne. Alors, je sais que vous ne voulez pas donner votre avis sur des gouvernements. Eh bien, pourriez-vous au moins nous dire si ce type de mesure peut suffire?
Docteur Van Kerkhove, d'après ce que nous voyons que font les pays, nous voyons qu'ils examinent la situation dans leur pays, aux quatre coins du pays. Ils essayent d'agir au niveau administratif le plus bas possible pour déterminer quels sont les outils à disposition pour enrayer la transmission et pour empêcher qu'un petit nombre de cas deviennent des foyers et pour empêcher la transmission communautaire. Lorsque nous voyons que les pays appliquent différentes mesures, eh bien, je dirais que ce que nous voyons, ce sont des mesures ciblées, taillées sur mesure et limitées dans le temps. C'est ce qui importe. Il faut qu'elles soient limitées dans le temps et dans les lieux où cela s'avère nécessaire. Par exemple, imposer le port du masque, empêcher les grands rassemblements. En fait, il faut mettre en place des efforts pour empêcher la transmission, la maintenir au niveau le plus bas, tout en autorisant les sociétés à se rouvrir. Ce sont des mesures que nous essayons de déterminer à l'heure actuelle. Comment pouvons-nous utiliser les outils que nous avons déjà à disposition pour enrayer la transmission, pour faire en sorte que les populations puissent revenir à la normalité, c'est-à-dire ouvrir la société, reprendre des activités, tout en maintenant un faible taux de transmission. Et pour cela, il faut appliquer les mesures de façon ciblée et limitée dans le temps. C'est l'approche adéquate. Nous verrons bien comment cela fonctionne. Nous devons aider les gouvernements, aider les pays, aider les communautés, aider les particuliers dans l'application et dans l'ajustement de ces mesures. Nous allons subir encore de nouveaux changements. Il est important que nous puissions transmettre les informations de façon claire afin que chacun comprenne ce qu'il a à faire en tant que particulier, en tant que famille, que communauté ou au niveau national. C'est essentiel pour la suite. Nous aurons besoin d'une période d'ajustement. Nous devons utiliser les outils que nous avons à disposition. C'est très important, disposer d'outils que nous puissions utiliser et c'est ce que font les gouvernements. Merci, Dr Van Kerkhove. Pas d'autres interventions, pas d'autres demandes de parole dans la salle. Thea Golden de Bloomberg pour la question suivante. Merci. Selon une étude publiée cette semaine dans Nature Research, indique que la disparité des ripostes a été constatée en fonction des genres. Est-ce que l'on peut envisager des thérapies différentes en fonction du genre sur la base de cette recherche? Merci Théo, c'est le docteur Van Kerkhove qui va répondre. C'est une question très précise. Nous examinons la riposte des lymphocytes T et nous avons plusieurs groupes de recherche qui se penchent sur cette question pour savoir ce que cela signifie. Y a-t-il réactivité croisée par rapport aux autres coronavirus? Nous examinons également les facteurs de risque qui mettent en risque différents particuliers qui risquent de développer la maladie. Suite à toutes ces informations, c'est ainsi que nous pouvons développer des politiques et des orientations pour la suite. Nous essayons donc de rassembler toutes ces informations. Cela provient d'études séparées qui s'inscrivent ensuite dans le contexte général. Il y a encore un certain nombre d'interrogations. Nous souhaitons que davantage de recherches soient effectuées. C'est ce que je peux vous répondre. Dr Soumia a quelque chose à ajouter. Pour ce qui est de la politique en matière de vaccination, c'est une question très intéressante. Tandis que les résultats des essais de phase 3 vont arriver, il sera très important d'analyser les données ventilées par âge, par genre et par comorbidité qui pourraient avoir une incidence sur les résultats, notamment la mortalité. Nous pensons que certains vaccins auront de meilleurs résultats chez les personnes plus âgées par rapport aux personnes jeunes, alors que d'autres vaccins ont certains profils qui permettront de les utiliser chez les femmes en âge de reproduction ou les femmes enceintes ou même pour les enfants. Il y aura donc des différences et il sera important de les étudier. Tandis que nous obtiendrons les résultats des essais cliniques de la phase 3,
Les groupes s'occupant des vaccins vont les examiner et élaboreront des recommandations spécifiques pour chaque vaccin candidat en fonction de ses résultats. Merci, Dr. Soumya Swaminathan et Dr. Van Kerkhove. Latika Burke du Sydney Herald. Il est très tard chez vous, alors posez votre question. Merci beaucoup. En fait, je suis basée à Londres, il n'est donc pas si tard. J'aimerais rebondir sur une question posée tout à l'heure concernant l'accès à Wuhan. Docteur Tedros, avez-vous l'intention de vous rendre à l'Institut de virologie? Un article du Financial Times a critiqué votre conduite en ce qui concerne la tenue des enquêtes dans la phase 1. Le docteur Ryan a en partie répondu. L'on a vu ou l'on a cru comprendre que vous vouliez éviter de fâcher la Chine. Est-ce que vous pouvez nous dire que la mission va être entreprise conformément à ce que l'on souhaite que cela soit fait? C'est le docteur Tedros qui va répondre. Merci pour cette question. Je pensais avoir répondu de façon complète. Nos deux collègues qui se sont rendus en Chine avaient pour objectif, avec cette visite, de mettre en place les conditions nécessaires pour le groupe d'experts qui se rendra sur place pour entreprendre l'étude. Les deux collègues qui se sont rendus de Genève en Chine n'avaient pas pour objectif d'entamer l'étude, mais plutôt de mettre au point le mandat et de mettre en place toutes les conditions nécessaires pour que le groupe d'experts internationaux puisse disposer d'un mandat et puisse avoir en main tout ce qui était nécessaire pour entreprendre l'étude. Alors, je ne sais pas d'où provient l'information que vous nous avez donnée, mais sachez qu'ils n'avaient aucune intention de commencer l'étude et qu'ils n'avaient aucune intention de se rendre à Wuhan. Ce qui signifie que le voyage à Wuhan s'avérera nécessaire une fois que l'étude aura débuté. Lorsque le groupe d'experts internationaux sera mis en place, eh bien, très logiquement, ce groupe d'experts internationaux se rendra à Wuhan pour commencer l'étude. C'est à la base de toute étude de ce genre, c'est-à-dire commencer l'étude à l'endroit même où le premier cas a été signalé. Et le premier cas signalé de virus l'a été à Wuhan. Le groupe, lorsqu'il commencera son étude, le groupe international d'experts, se rendra à Wuhan et commencera son étude à partir de Wuhan. Voilà comment les choses vont se passer. Mike nous a parlé des deux phases. Le voyage de ces deux collègues avait pour objectif de préparer ces deux phases. Officiellement, l'étude sera entreprise par le groupe d'experts internationaux et en collaboration avec les homologues chinois. Voilà donc la situation. Il y a tout d'abord la phase préparatoire et ensuite les deux phases de l'étude. Et j'espère que cette étude pourra se dérouler comme prévu. J'ai lu certains articles qui sont erronés, je dois le dire, qui comportent des informations infondées. Voilà donc ce que je puis vous expliquer au sujet de cette étude qui sera entreprise à l'origine du virus. Merci, Dr Tedros. C'est on ne peut plus clair. Dr Ryan, avez-vous quelque chose à ajouter? Je crois que le Dr Tedros a répondu de façon très complète. Simplement pour dire que lors de cette mission préliminaire, nos collègues ont pris contact avec l'Institut de virologie de Wuhan
comme dans le cadre d'une mission habituelle, nous partons du principe que les cliniciens, les experts locaux sont contactés. Et lors des prochaines étapes, ils seront contactés également, ils seront sollicités. Nos collègues collaboreront donc avec l'Institut de virologie de Wuhan. Merci, Dr. Ryan. Jim Roop, Westwood One, États-Unis. Merci. Je dirais que depuis le mois de janvier, ce fut un honneur de couvrir ces conférences de presse. Vous êtes de véritables héros et vous résistez très bien aux critiques injustes. Je voulais simplement vous dire que j'ai l'impression de tous vous connaître et que je vous apprécie. Je voulais simplement parler de la situation asymptomatique. Il semblerait que le seul moyen de comprendre la propagation, ce serait de tester toute la population mondiale. Je sais que cela n'est pas possible et je comprends bien qu'il faut tout d'abord déterminer où se situent les cas, c'est-à-dire les personnes symptomatiques. Mais y a-t-il quoi que ce soit que l'on puisse faire pour vraiment bien comprendre s'il y a propagation à partir de personnes asymptomatiques? Merci Jim, dit le Dr Van Kerkhove, et merci pour vos paroles aimables. Nous avons tous beaucoup apprécié. Alors oui, il y a différentes façons qui devraient nous permettre de mieux comprendre la transmission. Il n'est pas nécessaire de tester chaque personne sur la planète, ce ne serait pas envisageable. Comment comprendre la transmission, les modes de propagation, où la transmission a lieu, par exemple, à quel moment quelqu'un qui est infecté transmet le virus? Eh bien, cela dépend des enquêtes spécifiques. Tout d'abord, grâce au traçage des contacts. Certains pays testent tous les contacts et effectuent des enquêtes extrêmement détaillées. Nous avons un protocole que nous avons présenté, le FFX, concernant les premières centaines de cas que nous avons mis au point au cours des 10 dernières années avec de nombreux partenaires, notamment au Royaume-Uni, qui utilise régulièrement ce système pour la grippe, lorsque vous testez les cas et lorsque vous testez les contacts. Et ensuite, il s'agit de déterminer quel est le taux d'attaque, à quelle fréquence la transmission a lieu entre un cas connu et le contact, et ensuite on suit les contacts au fur et à mesure. Ça, c'est une enquête exacte très détaillée. Cela ne doit pas forcément se faire dans tous les pays, partout, mais si ce type d'étude est effectué dans une poignée de lieux et de façon adéquate, nous pouvons obtenir toutes sortes d'informations. Et puis, il y a également les études de flambée, lorsqu'il y a ces foyers. Par exemple, si vous avez un foyer dans un lieu fermé, parfois, l'on a vu des études extrêmement détaillées, par exemple dans les dortoirs de migrants à Singapour. Dans ce type de situation, on a augmenté les capacités de tests pour pouvoir déterminer la mesure de l'infection dans cette population-là. Et ensuite, on élargit les tests pour déterminer où se situe le virus et qui est atteint du virus. Et c'est ce type de situation qui a permis de déterminer des cas asymptomatiques. Il y a donc différents types d'environnements, différents types d'études qui peuvent être effectuées afin que nous puissions mieux comprendre. Mais tester tout le monde sur la planète, ce n'est pas envisageable. Nous nous concentrons donc sur le dépistage des cas actifs, notamment les cas asymptomatiques. Si nous arrivons à tester ces cas, les isoler, à retracer les contacts, il peut y avoir certains cas dans les contacts. Nous savons que le taux de reproduction peut être de 2 à 3. L'on peut peut-être trouver des cas dans ces contacts. S'ils sont placés en quarantaine, eh bien on peut rompre la chaîne de transmission. Il y a donc différentes façons d'obtenir ces informations grâce à des études spécifiques. Mais je le répète, cela ne doit pas être fait dans tous les pays, partout et sur tout le monde. Si ces tests sont bien faits sur une poignée de personnes, nous pouvons obtenir des informations détaillées sur le nombre de cas asymptomatiques. On peut tirer des statistiques et des estimations et on peut examiner les cas de transmission des personnes asymptomatiques, présymptomatiques, jusqu'à symptomatiques. Et ces études sont désormais publiées. Il y a donc d'excellentes études qui porteront justement sur ces cas-là. Merci beaucoup. Je crois que le Dr Ryan a un complément d'information à donner. Oui, ce que dit Maria est vrai. Le but initial est de tester les personnes asymptomatiques
Mais on peut aussi élargir les tests au-delà de ces personnes en testant les contacts pour mettre fin à la transmission. Si le taux de transmission est faible dans un pays, mais qu'il y a quelques foyers, on peut déployer les tests de manière tactique, c'est-à-dire dans une zone ciblée, dans un but donné. Le but étant de mettre fin à une chaîne de transmission connue, de mettre fin à un foyer. Des tests élargis sur toute la population, comme cela se pratique en Suède, est très difficile à mettre en place et va nécessiter beaucoup trop de ressources. Ce n'est pas impossible, certes, mais dans le contexte actuel et la disponibilité des tests actuels, on ne parvient même pas à tester suffisamment de personnes symptomatiques. Or, il est important de les tester maintenant et de retracer leurs contacts. Mais il y a de nouveaux tests qui deviennent disponibles, qui sont plus rapides, qui peuvent être effectués à domicile. Peut-être que Bruce souhaitera vous en parler. Nous travaillons avec nos réseaux de laboratoires et l'accélérateur ACT et un consortium et le Fonds mondial. Il s'agit de tests antigéniques qui sont faciles à administrer à domicile. Et si on pouvait avoir un test peu coûteux, largement disponible, on pourrait alors élargir les tests. Mais nous n'en sommes pas encore là. Bruce pourra peut-être nous dire quand ces tests seront disponibles. Mais tout ceci a un coût. Ces tests coûtent de l'argent et de nombreux pays n'ont pas les ressources suffisantes pour élargir les tests à l'ensemble de la population. Oui, le Dr Bruce Aylward a quelque chose à ajouter. La pire des choses qui pourrait dégager d'une conversation comme celle-ci serait d'avoir une disant que les tests à l'échelle mondiale ne sont pas faisables. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Ce que nous disons, c'est que ce n'est pas la manière la plus efficace de lutter contre la maladie. Et je crois qu'on l'a dit à maintes reprises maintenant. Si vous connaissez vos cas et que vous pouvez les mettre en quarantaine et retracer leurs contacts, des tests élargis ne sont pas nécessaires. Il y a d'autres moyens de détecter les personnes infectées par le virus. Et cela pourrait s'avérer problématique pour les raisons évoquées précédemment par Maria. Certaines personnes pensent ne pas être infectées alors que le virus est en incubation chez elles. Tout dépend du moment où elles sont testées. Nous devons être plus intelligents que le virus et utiliser tous les outils à notre disposition et toutes nos connaissances au sujet du virus pour briser les chaînes de transmission. Pour revenir sur ce que disait Mike, on s'est appuyé sur les tests PCR. Lorsque la transmission est intense dans une région donnée, et maintenant, avec l'accélérateur ACT, on a cherché à évaluer tous les tests qui apparaissent sur le marché. Des groupes tels que FIND et la Fondation pour les nouveaux diagnostics ont fait un excellent travail à ce sujet. Les tests ont été évalués selon les contextes afin de chercher à identifier les outils qui produisent les meilleurs résultats le plus rapidement possible. Ces derniers jours, on a parlé dans la presse de certains tests qui ont un niveau de sensibilité et de spécificité suffisant pour produire des résultats rapides. Nous voulons les évaluer nous-mêmes et plus tard dans l'année, nous espérons ainsi pouvoir avancer et élargir davantage les tests. Cela va nous prendre quelques mois, je pense. Il y avait quelques problèmes à résoudre pour avoir des tests produisant des résultats rapidement. Ce n'est pas comparable à un test de grossesse. Parfois, les tests de grossesse donnent l'impression que vous êtes enceinte. Je n'ai jamais fait un test de grossesse moi-même. Je pense que ça ne m'arrivera jamais. Mais il y a des tests qui pourraient indiquer... Vous voulez être certain que les tests indiquent que vous êtes infecté. Si c'est vraiment le cas, il faut que le test soit vraiment efficace.
Merci beaucoup pour ces réponses de nos 3 médecins. L'heure prévue pour ce briefing est plus ou moins écoulée. Nous aurons une dernière question de Yanka de Globo. Vous avez la parole. Hi, Margaret. Thanks a lot. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je suis la correspondante de Globo News et Globo en Suisse, le plus grand réseau de télévision brésilien. Combien d'autres, de nombreux pays du monde se préparent à rouvrir leurs écoles à l'heure actuelle. Et je voudrais savoir si l'OMS a de nouvelles informations ou de mener de nouvelles recherches sur l'impact de la COVID-19 sur les enfants. Transmission, décès. Est-ce que les décès chez les jeunes enfants sont vraiment rares? Est-ce correct de dire cela? Quelles sont les recommandations de l'OMS au sujet des enfants, en particulier dans un pays tel que le Brésil? Je me souviens que l'OMS avait dit que l'impact de l'interruption de la scolarité en Afrique pourrait produire des résultats pires que le virus lui-même. En va-t-il de même pour le Brésil? Le docteur Van Kerkhove va vous répondre et peut-être aussi le docteur Ryan. Alors oui, nous avons appris beaucoup de choses sur les effets du virus sur les enfants et nous en apprenons tous les jours d'ailleurs. Et c'est quelque chose que je vais répéter à chaque conférence de presse. Les recherches qui sont menées sont des recherches de très grande qualité, qui produisent d'excellents résultats. Il convient de le mentionner. Alors, en ce qui concerne les enfants, il est important de bien comprendre à quoi ressemble la maladie chez les enfants. Et il semblerait que la majorité des enfants et adolescents infectés par le virus présentent une forme peu sévère de la maladie. Mais ce n'est pas universel. Il y a des cas d'enfants qui ont développé une forme grave de la maladie, qui ont eu besoin de soins intensifs, même des enfants qui sont décédés. On ne peut pas dire que dans tous les cas, c'est asymptomatique et peu grave chez les enfants. Ensuite, on s'est demandé si les enfants pouvaient être infectés et à quelle fréquence. Nous savons que les enfants et les adolescents peuvent être infectés par le SARS-CoV-2. D'après les études démographiques menées, qui sont peu nombreuses d'ailleurs, en ce qui concerne la ventilation par groupe d'âge, il y a peu de cas d'infection chez les enfants. Chez les enfants très jeunes, le taux d'infection ou de séroprévalence est le moins élevé. Cela augmente avec l'âge. Chez les adolescents, ils présentent un taux similaire aux jeunes adultes. Donc, les adolescents peuvent être infectés, oui. Prenons ensuite la transmission. Nous savons qu'à l'échelle mondiale, au début de la pandémie, de nombreux pays ont fermé leurs écoles, mais pas toutes. De nombreux enfants se sont donc retrouvés chez eux. Et d'après les études sur la transmission dans les foyers, nous savons que les enfants ont été infectés par contact avec les parents ou d'autres adultes. L'inverse est vrai aussi. Ce sont parfois les enfants qui ont infecté les adultes dans le domicile. Mais c'est moins fréquent. En se penchant sur les études de transmission menées à l'heure actuelle, il est une fois de plus important de ventiler cela par âge. Étudier la transmission chez les jeunes enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Tous les enfants peuvent transmettre la maladie, cela se produit plus fréquemment chez les enfants plus âgés. Si l'on songe aux écoles, nous nous sommes penchés sur la question et sur toutes les données factuelles dont nous disposons sur les enfants et les adolescents. Nous nous sommes intéressés au fonctionnement des écoles, au lieu où se trouvent les écoles, qui ne fonctionnent pas de manière isolée. Les écoles font partie des communautés. S'il y a une transmission au sein d'une communauté, elle peut aussi se produire dans les écoles ou d'autres contextes au sein de la communauté. On s'intéresse aux enfants eux-mêmes, mais aussi aux jeunes adultes et aux personnes travaillant dans les écoles. Nous avons travaillé en collaboration avec l'UNICEF et d'autres partenaires dans ce domaine. Nous avons formé un groupe consultatif technique comprenant des experts qui nous donnent des conseils sur les établissements d'enseignement à l'échelle mondiale. Il ne faut pas oublier que les écoles ne se ressemblent pas toutes. Il y a des internats, il y a des écoles qui ne sont ouvertes que certains jours, qu'à certains moments de la semaine. Les établissements eux-mêmes sont très différents.
On s'est intéressé à la manière de rouvrir ces établissements de manière sûre, en prévoyant des mesures à mettre en place, distanciation physique, des postes de lavage des mains, le port des masques si nécessaire et indiqué. On s'est intéressé à l'aération, la désinfection des écoles. Il est important que les écoles aient mis en place des plans à cet égard. Et que faire en cas de détection d'un cas soupçonné, d'un cas suspect? Que faire si un cas est avéré? Comment tracer les contacts? Et ainsi de suite. Il faut aussi qu'il y ait un plan de communication. Il faut savoir parler aux enfants, parler aux parents, les écouter, parler au personnel et l'écouter. Ce sont des questions extrêmement complexes. Ces décisions-là doivent être prises à l'échelle vraiment locale, car tout dépend du contexte et des communautés concernées. On est tous conscients de l'importance des écoles pour l'éducation, la sécurité et même pour l'alimentation dans certains cas. Merci beaucoup. Est-ce que le Dr Ryan souhaite ajouter quelque chose? Non. Non, je crois que Maria van Kerkhove a donné une réponse très complète. Nous allons donc conclure cette conférence de presse. Je vous remercie tous pour votre participation et je présente mes excuses à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de soulever leurs questions. Vous pouvez nous les envoyer et nous y répondrons ultérieurement. Jim Root, vous allez nous manquer. Merci beaucoup pour votre excellent travail et votre soutien. J'aimerais d'ailleurs remercier tous les représentants des médias qui font un excellent travail pour s'assurer que les bonnes informations sont transmises à la population. On ne saurait sous-estimer votre travail. Nous avons eu aussi d'excellentes questions hier soir sur la santé mentale lors d'un autre événement. Je vous recommande de vous y intéresser. Le dernier mot reviendra au docteur Tedros. Je voudrais simplement vous remercier tous ceux qui ont été des nôtres aujourd'hui et je me réjouis de vous retrouver lors de notre prochain briefing pour la presse. Merci.